quelle est la réalité de ce glissement progressif hors du salariat et que peut-on imaginer pour adapter notre État-providence à ces nouvelles populations? Eh bien, pour en parler donc autour de moi ce matin, les invités qu'on vous a présentés, Xavier Timbaud de l'OFCE, Grégoire Leclerc de l'Observatoire de l'ubérisation, il nous expliquera ce que c'est, et puis Julien Honard dans le rôle du start-upper. Que change pour vous l'arrivée de l'économie collaborative ou de l'économie de service sur le numérique, avec quelles conséquences sur l'emploi? Alors, elle change. D'abord, elle ouvre des perspectives vertigineuses. C'est un petit peu un continent qu'on découvre. On est aujourd'hui, en quelque sorte, à l'apogée du salariat. Plus de 90% des revenus des ménages proviennent du salariat. Et on pourrait se dire, oui, mais il y a eu les auto-entrepreneurs, etc. Tout ça a développé. Il y a un grand nombre de gens qui sont auto-entrepreneurs. Alors, c'est vrai que, et c'est un paysage qui est compliqué, il y a plus de travailleurs indépendants au sens qui ont un statut, à commencer par celui d'auto-entrepreneur aujourd'hui, qu'il y a quelques années. Donc on pourrait se dire qu'il y a une résurgence des travailleurs indépendants. Mais si on regarde les flux de revenus, ces flux de revenus associés au travail indépendant restent en décroissance dans le revenu des ménages. Si on essaye de voir ce qui se profile, les tendances qui émergent, au-delà des... peut-être que mes camarades ici à la table ronde ne vont pas aimer ce terme-là, mais au-delà des gadgets technologiques qui nous amusent tous, est-ce qu'il y a des tendances qu'on peut élaborer? Moi, je pense qu'il y en a une qui est assez importante, c'est que tout au long de la révolution industrielle et tout au long de la construction des social-démocraties, il y a un jeu qui s'est installé. Généralement, on décrit 3 acteurs, mais en fait, il y en a un 4e. Ces 3 acteurs, c'est le salarié, l'entreprise, les États qui assurent le dialogue de tout ça et qui définissent les normes, les régulations, jusqu'où on peut aller, qui protègent le salarié, qui protègent aussi l'entreprise d'un certain nombre de choses, y compris du salarié. La limitation du droit de grève, par exemple, en est une des régulations qui protègent l'entreprise. Et puis, il y a un 4e acteur qu'on a tendance à oublier. Je vous invite à regarder, par exemple, les œuvres sous forme de bande dessinée d'Avodo. Il a écrit des choses assez extraordinaires sur le rôle du consommateur, et en particulier dans les mouvements sociaux dans les années 50-60, l'importance des consommateurs, donc à la fois la protection du consommateur, mais aussi la régulation du consommateur. Juste un exemple. Le travail du dimanche. Est-ce qu'il faut ou pas travailler le dimanche? Du point de vue d'un consommateur, c'est mieux que les magasins soient ouverts le dimanche, c'est mieux que les magasins soient ouverts la nuit. Maintenant, on voit bien qu'une société dans laquelle on impose à tout le monde de travailler le dimanche, au bout d'un moment, on risque de perdre un certain nombre des choses qui font les sociétés. La société ne se réduit pas ni à la relation de consommation, ni à celle de production. Il y a aussi tout le reste, et tout le reste a besoin d'exister. D'où l'importance de temps en temps de cadrer le consommateur, ce qu'il peut demander. Ce qui nous permet, si vous voulez, et ce qui nous a permis de passer d'une société dans laquelle et d'une société de servitude dans laquelle les services étaient la production était un rapport de domination extrême, à une société de services dans laquelle chacun d'entre nous peut produire des services sans être l'esclave de celui pour qui il produit des services. Et cette construction de la société est extrêmement importante. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'ubérisation de la société. Bon, il y a d'autres questions sur la question des chauffeurs de taxi, si on veut les mettre sur la table, qui sont assez intéressantes, qui sont ces chauffeurs de taxi qui, certes, ont une tarification minimale de la course qui est garantie, mais qui, de l'autre côté, ont dû payer des licences et s'endetter pour ces licences. Qu'est-ce qu'on fait de ces chauffeurs ? Comment on tient compte de leur protection sociale, comment on solde le passé, comment on solde le passé. Les montants en jeu sont assez importants, ils sont estimés à l'ordre de plusieurs milliards. Les estimations les plus larges le situent autour de 5 milliards d'euros. Donc c'est des montants qui ne sont pas négligeables et qui, évidemment, vous voyez, dans les schémas qui ont été proposés, de financer ça sur les courses des taxis, conduirait à des taux de taxation des courses de taxis qui seraient extrêmement élevés, en fait. On parlait de l'essor ou pas du travail indépendant. Vous le voyez monter très fortement. Alors racontez-nous sur quoi vous appuyez pour affirmer que le travail indépendant est en plein boom. Alors, moi, j'ai évidemment regardé ce phénomène sous le prisme de l'auto-entrepreneuriat, puisque je préside cette fédération depuis 6 ans, et je vois effectivement émerger donc 1 200 000 personnes qui sont aujourd'hui inscrites officiellement comme auto-entrepreneurs, qui ont généré en 2015 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est, même si effectivement le chiffre d'affaires est moyen, ce n'est malgré tout pas une bagatelle. Oui, 8 milliards, c'est pas mal. C'est pas mal, et ces 8 milliards d'euros sont en réalité perçus par 2 types de populations. D'un côté, la population des gens qui en vivent exclusivement,
et qui donc sont dans des situations effectivement assez précaires. Ils sont à peu près 40% de cette population-là. Là, vous parlez des auto-entrepreneurs. Hein. On Des parle pas auto-entrepreneurs. Des artisans, des professions Je parle libérales, uniquement des auto-entrepreneurs auto-entrepreneurs. inscrits en tant que tels. Donc 1 million à peu près 1 million de personnes à peu près. Ils sont 1 200 000. 1 200 000. Donc 40%, ça fait à peu près 450 000, 500 000 qui sont exclusivement nourris par leur auto-entreprise et qui, bien sûr, viennent compléter ces revenus très faibles par l'allocation de retour à l'emploi ou le RSA ou la SS. Ça, c'est voilà, la partie minoritaire. Et la partie majoritaire, c'est 60% de gens qui cumulent cette activité avec plein d'autres activités qu'on appelle les slashers, qu'on appelle ce qu'on veut, il y a 50 termes pour les définir, qui sont en partie salariés, en partie en portage salarial, en partie à l'intérim, en partie auto-entrepreneurs, parfois à la retraite, parfois étudiants, et qui donc sont dans une recherche, et c'est eux qui l'ont choisi, hein, pour le coup, puisqu'ils sont beaucoup moins dans une obligation économique que les autres. Ils sont dans une recherche de plus d'indépendance, plus de liberté, la capacité à avoir plusieurs activités en même temps, en parallèle, s'ouvrir un peu l'état d'esprit, regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai, ils sont aussi très représentés chez les jeunes et chez les seniors. Si on parle du RSI, effectivement, c'est un sujet qui commence à poser problème, puisque on va dire qu'avant 2009, il n'y avait pas d'auto-entrepreneurs, il y avait un certain nombre d'affiliés au RSI qui, par construction, par modèle, par choix, étaient des indépendants. C'est les artisans. Les artisans et les commerçants. Oui. Et les professions libérales aussi, puisque les professions libérales relèvent du RSI pour ce qui est de la maladie-maternité. Et depuis 2009, on a une population énorme qui est venue, évidemment, renforcer la population du RSI, tant et si bien qu'en 2018, on aura doublé le nombre d'affiliés au RSI, et que donc, à partir de 2018, les auto-entrepreneurs seront majoritaires. Cette population a du mal à comprendre pourquoi, par exemple, j'ai pas d'indemnité journalière, pourquoi j'ai pas de droit au chômage, pourquoi j'ai pas de congé payé. Mais je comprends pas, je travaille, je suis un agent économique comme tout le monde, finalement, je suis un actif dans leur tête, vous voyez, je suis pas... Bon, et donc ils se disent, mais après tout, quand je travaille, je fais des prestations, je gagne du chiffre d'affaires, je me rends compte que j'ai, surtout quand je suis un slasher et que je suis à la fois salarié d'un côté et indépendant de l'autre, que j'ai deux modèles complètement dissociés, différents, voilà. peu compréhensibles. Ben, le régime social des indépendants va être confronté à une problématique financière importante, puisque il va avoir en son sein de plus en plus de gens qui vont cotiser peu, vont attendre une protection sociale équivalente aux autres et effectivement ne va plus porter en lui une logique initiale de la protection d'un indépendant classique, commerçant, artisan, de père en fils. C'est statutaire en quelque sorte. Statutaire, voilà. Donc il faut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi. J'ai pas malheureusement de boule de cristal et je ne crois pas à la voyance. Mais il faut réfléchir vite. Décrivez-nous un petit peu ce que fait WazeUp. Alors, WazeUp, c'est une plateforme de covoiturage spécialisée sur les trajets domicile-travail. Donc, on travaille en fait avec les grandes entreprises sur des zones d'activité qui sont évidemment moins bien desservies par les transports en commun que Paris. On n'a aucun client dans Paris. Par contre, en Ile-de-France, sur Saint-Quentin-en-Yvelines, Massy, Orly, Rueil-Malmaison, là, on a un certain nombre de clients. En fait, on est l'équivalent de Blablacar pour les trajets du quotidien. Comment vous voyez-vous ce débat sur... ces nouvelles formes de travail? Alors, je pense que déjà, il faut faire une distinction entre l'économie collaborative et les plateformes de services avec des indépendants qui se professionnalisent. Et après, vous avez des plateformes qui sont un peu entre les deux. Par exemple, Drivey, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de l'autopartage entre particuliers. La location de voiture, quoi, entre particuliers. Exactement, location de voiture entre particuliers. Donc, nous, on s'attaque à remplir les véhicules et eux s'attaquent à les faire utiliser le plus souvent possible. Et donc, Drivey part à la base d'un modèle purement collaboratif de particuliers qui, sur quelques week-ends, louent leur voiture. Pour amortir tout simplement les frais du véhicule, parce qu'effectivement, on ne s'en sert pas tout le temps. Et ils commencent à voir sur la plateforme des personnes qui se professionnalisent, donc qui finalement utilisent Drivey, qui est très connu du grand public, pour louer leur flotte de 5-6 véhicules, ce qu'ils faisaient avant en distribuant des prospectus. Mais là, ils passent par la plateforme Drivey qui leur apporte beaucoup plus de business. Et tout d'un coup, voilà, arrivent ces fameux indépendants. Et après, vous avez le modèle Uber, qui est le modèle extrême, où effectivement, l'ensemble des personnes qui participent sur la plateforme en font un métier à temps plein. Est-ce que c'est pour un créateur de start-up, c'est un atout formidable de pouvoir justement compter sur le travail indépendant
qui permet tout de suite de se développer rapidement sans avoir à embaucher trop et donc à avoir une masse salariale trop importante. Du coup, je vais vous faire deux réponses. La mienne personnellement sur WazeUp et puis le point de vue plus du start-upper qui connaît aussi son écosystème. Ouais. Chez nous, on est 10 aujourd'hui. Tout le monde est en CDI. On a un stagiaire, une apprentie, mais le reste des collaborateurs est en CDI. Typiquement sur les profils de développeurs informatiques, on cherche absolument à recruter en CDI parce que pour nous, il faut quelqu'un qui se projette sur le long terme. On ne trouve pas du tout et donc on réfléchit là éventuellement à faire appel à des freelances indépendants. Après, pour démarrer son activité, le fait de faire appel à du travail indépendant, je pense qu'effectivement c'est un atout. Nous, par exemple, on travaille avec une start-up qui s'appelle WeSlash. On parlait de slasher tout à l'heure. En fait, dans vos entreprises, on vient faire des animations pour présenter le service à vos collaborateurs. Et WeSlash est une plateforme qui fédère des étudiants qui sont auto-entrepreneurs pour effectivement des activités comme celle-là. Donc nous, le jour où on a à faire des grosses animations, on n'a pas tout le personnel nécessaire, on fait appel à WeSlash. Eux, ils leur facilitent le fait d'être auto-entrepreneur. Ça passe par la plateforme. Et puis nous, du coup, on a des étudiants qui peuvent renforcer nos effectifs. Xavier Timbaud, est-ce qu'on a des pistes sur comment on pourrait plus inclure le travail indépendant dans l'État-providence, dans la protection sociale générale? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, on a des pistes, oui, on a des pistes. Le problème, c'est que, c'est cher. Autrement, c'est cher. Le problème, c'est qu'on a des pistes, mais on a aussi des contradictions. La contradiction, elle est que le travail indépendant, il a tendance à... Alors, il ouvre des nouvelles possibilités, et ces nouvelles possibilités sont évidemment fascinantes et porteuses d'efficacité, de productivité, d'utilisation de ressources qui étaient inutilisées, de mise en rapport de gens qui avant n'arrivent pas à se mettre en rapport, donc vraiment des deals qui sont gagnant-gagnant, donc ça c'est très bien, mais il y a aussi une question qui se pose avec le travail indépendant qui est sa taxation, cotisation sociale, TVA et autres types de taxation. Il y a ce qu'a très bien exprimé Grégoire qui est ce besoin de protection, donc on va plutôt vers l'universalisation d'un certain nombre d'éléments de la protection sociale, le congé maternité, les indemnités journalières, l'accès à la formation, l'assurance chômage. Donc en fait, un espèce de régime qui ressemblerait furieusement à celui des intermittents. Donc ça voudrait dire aller vers des formes universelles assez extrêmes, hein. C'est-à-dire, il faut avoir des gardes d'enfants, il faut avoir l'accès à des services à la personne qui soient quasi universels. Donc quand vous voulez faire le ménage chez vous parce que voilà. Donc est-ce qu'on est prêt à aller jusque là? Et puis de l'autre côté, comment on fait pour vivre avec le fait qu'on a quand même moins de recettes fiscales, moins de TVA, moins de cotisations sociales, parce que tout ça se fait dans un univers plus flexible et puis qui échappe à la taxation. On disait tout à l'heure, le régime social des indépendants, il va plus tenir, donc il faut imaginer autre chose. Donc vous dites finalement une des pistes, c'est quand même l'individualisation de la protection. Oui, alors il y a plusieurs éléments de réponse. Je pense qu'il y a effectivement ce qui est porté d'ailleurs peut-être assez maladroitement dans la Welcome Re, qui est le compte personnel d'activité. Parce que déjà, avec une logique plus centralisée où on attache des droits à une personne plutôt que d'attacher des droits à un statut, on aura une lisibilité de la part de l'affilié qui est quand même beaucoup plus simple. La deuxième avancée, je crois, et c'est tout l'objectif de l'Observatoire, c'est de ne pas céder sur la problématique fiscale. Aujourd'hui, on n'est pas prêt, on n'est pas mûr. Je crois que nos politiques, de manière générale, ont découvert la problématique trop tardivement et ont vraiment du mal à se réveiller de cette gueule de bois de l'ubérisation qui est en train de déferler un peu partout. Merci à tous et bon appétit.